paix au Mali. Le Mali qui constitue un véritable laboratoire pour nous en termes de fabrication de la paix. Et ce qui va m'intéresser davantage, c'est de voir comment est-ce que les ratés de l'ingénierie de paix contribuent à fabriquer du radicalisme politique et du radicalisme religieux. La place et le rôle de l'islam dans le processus de paix est un vaste sujet. J'ai choisi d'aborder ici deux angles. L'angle de l'évolution des mécanismes locaux de résolution de conflits, leur délitement. Il s'agira donc d'interroger la fonction sociale des qadis et des mécanismes de régulation par l'islam, leur capacité à faire face aux violences actuelles qui touchent un grand nombre de nos pays. Et pour ça, je vais un peu parler en fait de la figure de l'absent, car les acteurs religieux actuellement ne jouent quasiment aucun rôle dans le processus de résolution du conflit au Mali, et on va essayer de comprendre pourquoi, et pourquoi ils sont relayés à l'échelle finalement de pacification par le bas, et ne trouvent pas leur place dans ce problème qui commence à être très prégnant au Mali. Mais pour commencer, je vais faire le point un peu du processus de paix et où est-ce qu'on en est avec l'application de l'accord de paix aujourd'hui. Donc l'accord de paix a été signé en 2015, paraphé dans un premier temps en mai, puis signé par l'ensemble des mouvements le 20 juin 2015, donc ça fait plus d'1 an et demi que l'accord a été signé, et l'application de l'accord accuse un retard dans quasiment tous les domaines importants de l'accord. C'est très important de le souligner parce qu'aujourd'hui, le délitement de la situation dans le nord de Mali est notamment dû au fait que l'accord n'est pas appliqué et que l'État a peut-être choisi une stratégie qu'on a appelée la stratégie des petits pas, qui consiste à encercler les mouvements armés et à les faire gagner finalement à une paix dans laquelle il y aurait très peu de concessions d'un point de vue politique. Ce qui fait que toutes les questions de fond qui ont été discutées pendant les négociations de paix, qui ont été validées dans l'accord de paix et qui restent suspendues, n'ont à ce jour trouvé quasiment aucune issue. Et ça, je pense que si on veut comprendre la question du radicalisme, il faut comprendre comment elle se fabrique auparavant et comment, sous nos yeux actuellement, est en train de se délier ce processus. Tout d'abord, alors je peux évoquer plusieurs points sur le retard. La mise en place des autorités de transition, qui est un point extrêmement important de l'accord de paix et qui permet le retour des réfugiés, qui a donné lieu à une entente sur l'application de ces autorités, et ces autorités devaient entrer en vigueur en juillet. Jusqu'alors, on n'a absolument rien qui est fait. La situation sécuritaire qui est absolument qui est grave et qui donne lieu encore à une partition importante du pays. Le fait le plus marquant a été, depuis l'intervention Serval et le départ des djihadistes, ça a été le contrôle de la région de Kidal par la CMA, qui la domine depuis mai 2015, où il y a eu un affrontement très sévère avec l'armée malienne, et qui depuis donc, contrôle cette zone de manière quasi autonome. Et depuis ces moments, la multiplication des attaques d'obédience de mouvements djihadistes. Pour exemple, le mouvement d'Ansar al-Din d'Iagagrali, pour le seul mois de décembre, a revendiqué 18 attaques contre les Nations Unies, les FAMA et Barkhane. Ces attaques ne font que s'accélérer, et plus l'accord de paix prend du retard, plus les attaques s'accélèrent. La signature de l'accord de paix n'a pas débouché également sur le retour sécurisé des réfugiés. C'est une question qui concerne en plus particulièrement la Mauritanie, puisqu'elle compte près de 50 000 réfugiés maliens, qui non seulement ne retournent pas au pays, donc en plus le retour a été extrêmement faible. Pour ceux qui retournent, les gens gardent leur carte de réfugié, reviennent, continuent à considérer que le camp est un refuge, donc font des va-et-vient. Et pire que ça, il y a eu depuis 2016 une augmentation de nouveaux réfugiés depuis la vallée du Niger, des peuls provenant du Massina et de la zone de Nampala qui ont été largement soumis à des exactions par des milices communautaires. Et puis bien sûr, il y a des réfugiés qui ne sont pas comptabilisés parce qu'il n'y a pas d'antenne HCR au niveau de Kidal, et beaucoup de nouveaux réfugiés qui partent dans la région de Kidal à cause des attaques et du renforcement musclé des opérations Barkhane qui ont fait fuir une grande partie des populations de la DRAR, en fait, de la zone de Terre al-Rar, vers l'Algérie. Donc c'est
Ces départs massifs sont avant tout le fait de la multiplication des milices de type communautaire. Ça a été évoqué et c'est un des éléments les plus marquants d'un point de vue sécuritaire. De plus en plus de milices sont en train de se constituer et ces milices, sous couvert de lutte contre le terrorisme, donc ce sont des milices la plupart du temps communautaires et pro-gouvernementales, commettent des exactions, des règlements de comptes, en profitent pour régler des comptes anciens sur des litiges fonciers, etc. Et donc ça multiplie des zones de tension partout et de plus en plus incontrôlables. Et à côté de ça, il n'y a pas de système de régulation ni sécuritaire ni politique, puisque les autorités de transition ne sont pas mises en place. Un autre élément important, c'est que les passerelles entre certains mouvements djihadistes et les communautés sont extrêmement poreuses. Certains mouvements djihadistes appartiennent à des communautés locales et ont des liens de parenté avec eux, partagent des territoires. Ces liens forts marquent certainement des limites des opérations militaires aujourd'hui, réclament peut-être d'autres approches qu'on va essayer de voir. Un dernier point sur un élément très très important, c'est la question de la justice. Depuis la signature de l'accord de paix, il y a une commission vérité, justice et réconciliation qui s'est mise en place et après 1 an et demi de travaux, il y a des retards à tous les niveaux là aussi. Très peu de cas d'exaction ont été traduits en justice. Les tribunaux compétents des régions du Nord sont à l'arrêt, ne fonctionnent pas du tout. Et une grande partie des victimes des crimes n'ont pas bénéficié d'une enquête sérieuse jusqu'à ce jour. Donc il y a un délitement très fort et un manque de confiance vis-à-vis de la justice qui est extrêmement fort. Mais parler du rôle de l'islam, c'est aussi la nécessité de situer au moment où le conflit apparaît. Et là, je vais aller un peu vite parce qu'il ne me reste que 5 minutes. Il est important de comprendre que l'occupation des régions du Nord par les mouvements djihadistes n'a pas diminué la demande de religiosité au Nord, dans ces régions-là. Bien au contraire, je dirais même dans l'ensemble du Mali. La majorité des populations refusent effectivement une application sévère et stricte de la charia, mais la question de la charia aujourd'hui est devenue une question normative et elle est introduite un peu dans toutes les consciences. Tout le processus de négociation d'Alger n'a pas laissé de place à cette question importante. Certainement aussi parce que l'ingénierie de paix a eu peur que cela ébranle le statut laïque de l'État malien. Et du coup, il y a eu une disposition où on a complètement viré la question de l'islam, y compris dans sa capacité à réguler le conflit et à gérer les problèmes et à apporter un plus dans le règlement des conflits. Lors des négociations d'Alger, un des points de consensus entre tous les acteurs, les mouvements, la société civile et également la partie gouvernementale, a été la revalorisation des chefs traditionnels et des qadis. C'est une question très épineuse parce que depuis l'indépendance et le délitement des chefs traditionnels, le rôle des qadis a nettement diminué dans ces régions. D'un côté, l'État compte sur eux pour réguler au quotidien les problèmes. D'un autre côté, il n'y a absolument aucune reconnaissance de leur travail et de leur pouvoir de régulation. Et ça, c'est peut-être aujourd'hui un des points d'achoppement sur comment conduire un arrimage à la fois du droit islamique et à la fois des compétences juridiques des qadis dans le système malien après une si grande absence de reconnaissance de leur pouvoir et de leur capacité de gérer les conflits. Donc pour nous, aujourd'hui, la question c'est de dire que l'islam et les acteurs religieux ont joué un rôle extrêmement faible dans la conduite du processus de paix. Et ça reste une question à la fois sensible et un tabou. C'est le résultat de deux choses. La première, c'est cette peur, c'est cette difficulté qu'on a dans l'ingénierie de paix internationale de considérer l'islam. On ne sait pas comment faire avec. Donc du coup, on le relaie en bout de course à des rôles de pacification sociale par le bas et à une échelle véritablement basse. Et puis la deuxième difficulté, c'est la manière même dont sont conduits ces mécanismes de paix. Par exemple, un des éléments qui a été le plus prégnant depuis les années 90 pour régler les questions de justice, c'est de multiplier partout des rencontres intercommunautaires. Les rencontres intercommunautaires qui sont nées en 1994 ont certes empêché les communautés ou ont arrêté les violences à un moment où il y avait énormément de tensions et d'exactions d'un point de vue communautaire, mais elle n'a pas résolu
les questions de justice qui sont restées extrêmement importantes dans les revendications et qui sont réapparues en 2012. Le dernier point que je vais aborder, je vais passer un peu vite la question des rencontres intercommunautaires, mais un des points qui me paraît très important, qui constitue peut-être une difficulté aujourd'hui pour les acteurs de l'islam de jouer un rôle dans le règlement du conflit, c'est le paradigme de la lutte contre le terrorisme, qui empêche à plusieurs égards de ce levier de s'exercer. Là, il y a plusieurs observations à faire. On a deux postures, deux écoles pour le traitement du terrorisme. On a une posture essentialiste qui consiste à dire que pour vaincre le discours et l'idéologie du terrorisme ou du djihadisme, il lui faut un discours religieux. Et puis on a une posture anticulturaliste qui dit non, ça n'a rien à voir avec la religion, en gros il faut des décisions politiques. Le problème c'est qu'une condamnation uniquement par le discours a tendance à être complètement décontextualisée. Donc on a énormément de qadi et de ulama qui fabriquent une condamnation par le discours, mais qui n'ont pas développé une capacité de régulation des conflits réels sur le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on surexploite certainement, il y a une surdétermination du discours idéologique et une absence, ou en tous les cas un terrain absolument inexploité de régulation des conflits par des qadis concrètement au quotidien pour des problèmes qui ne sont pour la plupart pas d'obédience religieuse ou idéologique, qui sont des questions politiques. Et la question la plus importante aujourd'hui qui se pose au Mali, c'est l'application de l'accord de paix premièrement, et c'est les difficultés ou l'impossibilité pour les qadis aujourd'hui de mener un dialogue avec les mouvements djihadistes locaux, je précise donc les locaux, donc les Peuls, les gens qui sont issus de la DRAR, parce que le paradigme de la lutte contre le terrorisme oblige les acteurs à se positionner pour ou contre, mais pas entre. C'est-à-dire qu'on les assigne à une posture de démarcation, les religieux doivent se démarquer, doivent marquer un discours de lutte contre la violence, mais ils ne sont pas agissants dans la lutte contre la violence. Ils ne peuvent, de manière pratiquement aujourd'hui, pas discuter avec les mouvements Ansar-Dine. C'est quasiment impossible. Et je vais m'arrêter sur cette dernière phrase. Le règlement du conflit au Mali, la question de la paix se joue dans le dialogue. Parce que l'action militaire marque des limites. Et là, les acteurs religieux ont certainement un rôle à jouer, mais qui n'arrivent probablement pas à jouer parce que l'espace du dialogue ne leur est pas ouvert. Voilà, merci beaucoup.